Lundi 6 janvier 2023, il est 19h30. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À la une de l'actualité, un bus de la Sotra, société de transport abidjanaise, a été retrouvé ce matin dans un ravin dans les communes de Yopougon. Selon des témoins, le machiniste aurait perdu le contrôle du bus. Nos équipes se sont rendues sur les lieux pour de plus amples informations. À l'international au Sénégal, un bus a cette fois occasionné de nombreux morts. Entré en collision avec un camion, cet accident a fait 20 morts et 23 blessés. Nous reviendrons sur ce drame dans notre édition. Merci de suivre l'information sur RTI2. Les populations du quartier BAE, c'est à Yopougon, se sont réveillées avec un spectacle désolant, un bus de la Sotra dans un ravin. Selon des témoins, le machiniste aurait perdu le contrôle du bus, ce qui l'a malheureusement poussé à percuter un véhicule personnel pour enfin terminer sa course dans les broussailles à quelques encablures de la brigade anti-émeute de Yopougon. Informé, notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu sur les lieux. Suivons son constat. Des agents de la police nationale en pleine régulation de la route pour éviter l'encombrement ce lundi 16 janvier. C'est qu'un bus de la société de transport abidjanaise Sotra s'est engouffré dans un ravin non loin de la brigade anti-émeute BAE de Yopougon. Et pour le sortir du ravin, 3 remorqueurs sollicités. Le bus était dans un fossé, donc il fallait plus de force pour pouvoir le sortir. C'est pourquoi on a utilisé les 3 dépanneuses. Présent sur les lieux de l'accident, le directeur du département réseau bus de la commune de Yopougon nous situe sur les faits. Ce matin, nous avons eu malheureusement un accident qui s'est soldé par des dégâts matériels. Le véhicule a raté le virage et s'est retrouvé dans ce ravin. Donc dans sa chute, il aurait percuté un véhicule adverse. Les 2 occupants n'avaient pas de grandes blessures, mais nous avons conduit par mesure de prudence à la clinique pour pouvoir faire les examens nécessaires. Cap alors sur la clinique située au quartier Ananéré, toujours dans la commune de Yopougon, où les victimes ont été évacuées. À l'entrée du centre de santé, nous retrouvons le conducteur du véhicule percuté se rendant chez lui après consultation. Aujourd'hui, en me rendant à Jacquesville sur mon lieu de travail, j'ai rencontré un bouchon au niveau du kilomètre 17. Donc là, j'étais dans l'obligation de rebrousser chemin pour vraiment être à l'heure au travail. Et je me suis retourné. Donc du coup, en me retournant, j'ai pris le 3e pont au niveau de la BAE, puis la bretelle. Et juste en prenant le pont, j'ai vu le bus en fait venir sur moi, mais il était trop tard. Il a fait une sortie de route, donc il m'a percuté. Ma portière en fait ne s'ouvrait plus. Donc du coup, je suis sorti côté passager. J'ai vu le bus en fait dans le ravin. C'est dire confirmé par le machiniste de la Sotra, lui aussi présent pour des soins, qui dit avoir perdu le contrôle du bus. Quand j'ai pris mon service à 4h56, en venant sur la voie de BAE, c'est un virage, je ne peux pas faire une vitesse de 20 mètres. Donc je venais à mon allure de 10 à 15 vitesses. Il y avait une personne qui venait 4x4 noir, donc lui aussi venait en vitesse. Donc j'essaie de l'éviter. En l'évitant, donc j'ai regardé côté l'entrée derrière BAE. Donc c'est là que je me suis sacrifié pour me jeter avec le bus là-bas, pour ne pas faire de dégâts de mort. Donc c'est le personnel qui m'a cogné par mon côté droite. Plus de peur que de mal, l'état de santé des 2 victimes, selon le médecin traitant, n'est pas assez alarmant. Nous avons reçu 2 assistants de la voie publique. Et il faut dire que leur état n'était pas critique. Ce sont 2 patients qui étaient stables. Et chez qui nous avons demandé des examens pour l'instant. Nous attendons que les examens donnent un peu plus de précision sur leur état, mais au vu de leur état, sur le plan clinique, ce sont des patients qui sont stables et il n'y a pas grand chose à noter. Les responsables de la société de transport abidjanaise Sotra, trouvés sur place, avouent que seuls les résultats de l'enquête engagée pourront situer réellement la cause de cet accident. Ce reportage a été commenté par Joël Gossier. Toujours à Yopougon, les passagers des minicars, communément appelés Baka, sur l'axe Yopougon-Cocody et Yopougon-Bingerville, n'ont point d'inquiétude à se faire. Le coût du transport dans les gares routières reste inchangé, contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis la semaine dernière. Alicette Conan-Blesting, notre reporter, a fait le constat et s'est également intéressée à l'épineux sujet de la variation du coût du transport aux heures de pointe. Reportage. Ces derniers jours, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont fait état d'une augmentation du coût du transport de la commune de Yopougon à celle de Cocody après Barrage et Bingerville.
Les transporteurs interrogés se disent surpris d'entendre ces rumeurs sur l'augmentation du coût du transport. Chez nous ici, depuis 2020, malgré que le prix du carburant augmente, on a dû maintenir nos transports. Ici, depuis lors, Yopougon, Trècheville, c'est 700. Yopougon, Koumassi, c'est 800. Yopougon, après barrage, c'est 700 francs. Les arguments et propos des transporteurs soutenus par les passagers. Non, le prix n'a pas augmenté, c'est 700 francs. D'habitude, on paye. Aujourd'hui, c'est 700. Yopougon, après barrage, c'est 700. 700, c'est ce qu'on va payer. Du côté des responsables du secteur du transport de la commune de Yopougon, on s'étonne d'une telle information. Nous sommes surpris. Nous, à notre connaissance, il n'y a pas eu d'augmentation de prix de transport, ni à Yopougon, ni à Bingerville. Yopougon, après barrage, avec mes collègues de Cocody, je n'ai pas cette information d'augmentation de prix. Si aucune augmentation du prix du transport est à constater à la gare de Sipourès, les passagers à destination de Bingerville se plaignent néanmoins de la variation du coût du transport aux heures de pointe. Matin, c'est 300. À midi, c'est 500. Le soir, c'est gâté. Il n'y a pas un contrôle. Donc, ça s'augmente tous les jours que Dieu fait. À la gare, le prix est fixé. Tout le monde connaît le prix. Mais en dehors de la gare, quand les passagers sont nombreux, vous voyez, voilà, donc on fait des sortes pour pouvoir se faire un peu de sous le soir, quoi. Si c'est 200, on peut faire ça à 250, 300. Le carburant augmente toujours. Donc vous voyez, donc quand on fait le bilan, on voit qu'on doit augmenter un peu. Au Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier, le sujet de l'augmentation du coût du transport aux heures de pointe est pris avec beaucoup de pincettes. Très souvent, on a ce qu'on appelle des réajustements qui est différent donc d'une augmentation de transport. Parce que si vous avez entre Adjamé et Bingerville pour une course de 10 minutes ou 15 minutes, le conducteur qui passe 1h30 à 2h30 sur la même ligne, vous comprendrez tout de suite que ou le transporteur dit « je ne peux pas aller à Bingerville parce que la ligne est impraticable », ou alors je pars à Bingerville, alors je suis obligé de réajuster un tout petit peu le temps de vous déposer. Si le sujet de l'augmentation du coût du transport aux heures de pointe varie régulièrement, toujours est-il que le prix dans les gares intercommunales de Yopougon reste inchangé. Une note de culture dans ce journal, retour sur cet événement majeur de la commune d'Abobo, le concept Abobo en fête. Plus qu'une foire, cette palette d'activités récréatives a été initiée par les responsables de la mairie et les habitants de la commune, premiers privilégiés de cette grande kermesse devenue une institution, n'ont pas hésité à se prononcer au micro de notre reporter Yacouba Koulibaly qui s'y est rendu. Son reportage complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions au titre, la route a encore endeuillé des familles au Sénégal. Un nouvel accident de la circulation a fait au moins 20 morts et 23 blessés dans la région de Louga, au nord du pays. Un bus de transport est entré en collision avec un camion venant de Dakar, la capitale. Cet accident intervient dans un contexte assez tendu dans le domaine du transport. Pour information, le 9 janvier dernier, le gouvernement a annoncé une vingtaine de mesures pour lutter contre l'insécurité sur les routes. Notons que ce drame intervient 8 jours après l'accident le plus meurtrier des dernières années dans le pays, accident qui avait fait, on s'en souvient, plus de 40 morts. En Somalie, l'armée a repris aux islamistes radicaux Chebab le contrôle d'un port stratégique qu'il occupait depuis plus d'une décennie. L'information a été rendue publique aujourd'hui par le Premier ministre somalien. C'est une victoire historique. Les braves membres des forces armées nationales ont libéré la ville portuaire stratégique de Hararder. Ces propos du Premier ministre Hamza Abdi Barre décrivent la joie des autorités somaliennes. Signalons que la ville a été reprise sans aucun combat, les Chebabs s'étant retirés avant l'arrivée des forces gouvernementales. Rappelons que les Chebabs combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Du sport, comme tous les lundis, il est avec nous, Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Madame Un Dosso. week-end assez puissant avec le démarrage du CHAN. Le championnat d'Afrique des Nations. On en reparle tout à l'heure, mais avant, suivons ce reportage d'Arsène Kouassi. Le derby entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre pleine d'intensité, les deux équipes ne se sont pas accordé le round d'observation. Avec l'ambition de démarrer la compétition par une victoire, les éléphants et les lions se rendent coup pour coup, sans toutefois parvenir à trouver la faille avant la fin des 45 premières minutes. À la reprise, les Sénégalais prennent le jeu à leur compte en se procurant plusieurs opportunités.
Mais à force de subir, la Côte d'Ivoire finit par concéder un pénalty, heureusement repoussé par le portier Foli Charles Ayayi. Échéance retardée. Sur ce coup franc, Moussa Ndiaye se voit refuser le but avant d'être finalement validé par la VAR. Malgré le sursaut d'orgueil des éléphants, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. Nous venons de griller une carte. Même si nous avions gagné, rien ne disait qu'on sortirait de cette poule vivant. Mais cette défaite va certainement nous donner des forces pour aller chercher les deux cartes qui restent. On va les jouer à fond. On n'a plus le choix. Le Sénégal assure l'essentiel et prend la tête du groupe B après le nul 0-0 entre la RDC et l'Ouganda. Logée à la dernière place du groupe, la Côte d'Ivoire devra se relancer lors de sa prochaine sortie face à la RDC le 18 janvier. Alors Salif, un début de compétition assez éprouvant pour nos éléphants locaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors les éléphants sont arrivés dans un stade qui était acquis à la cause de leur adversaire, un public qui n'a pas oublié la défaite de l'Algérie lors de la CAN au Cameroun 2021 qui s'est jouée en janvier-février 2022 du côté du Cameroun. Donc ils ont réservé un accueil assez chaleureux aux éléphants. Disons que c'est un accueil, ils ont tout de suite compris qu'ils n'étaient pas en territoire amical mais en territoire ennemi. Ensuite, cette pression passée, il y a aussi au niveau de la tactique, je pense qu'il y a eu quelques combinaisons qui n'ont pas marché en réalité au niveau de la tactique, au niveau de la progression du jeu entre le milieu et l'attaque. Je pense qu'il y a eu discordance, il y a souvent eu mauvaise communication. Bien vrai qu'on a eu beaucoup plus d'occasions que les Sénégalais, mais il n'y avait pas ce tueur-là à la fin pour concrétiser les occasions ivoiriennes. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est effectivement cette attaque sénégalaise qui a montré qu'elle avait beaucoup de talent. D'abord, ce pénalty qui est refusé, mais il ne se décourage pas, il continue à être combatif. Et finalement, sur coup de pied arrêté, on voit bien que tous les défenseurs ivoiriens sont arrêtés. Tous, ils pensent qu'on va parler plutôt d'un hors-jeu et finalement à la VAR le but est validé et c'est ce piège-là qu'il fallait éviter. Il fallait être réactif comme les attaquants sénégalais, ça a manqué et je pense que ce sont les trois raisons principales de cet échec. Alors le sélectionneur nous parle de 2 finales qui restent à jouer. Est-ce le bon état d'esprit? C'est le bon état d'esprit, surtout quand on a vu cette équipe de la République démocratique du Congo jouer. On a vu beaucoup de combativité, beaucoup de volonté, beaucoup de solidité, beaucoup de rudesse. Donc cela veut dire qu'il y aura du répondant en face. Il faut donc galvaniser ces garçons-là. Il faut aussi arrêter de trop communiquer autour. Ils sont déjà dans un bon état d'esprit. On a vu des éléphants qui ont dominé, même s'ils n'ont pas gagné. Il y avait cette volonté, mais c'est le tueur qui manquait à la fin. Donc cela veut dire qu'ils ont cette ambition. Des garçons comme Wotro Patrick, qui a prouvé ici au niveau du championnat national, même si les jeunes peuvent concrétiser des actions au niveau de cette compétition. Alors le prochain match des éléphants, c'est ce mercredi. Alors peut-on espérer un match assez intéressant en notre faveur? Ça peut se faire, c'est possible, mais comme je le dis, il faut revoir les automatismes, il faut revoir le 11 rentrant. Je pense que la seule chose qui nous a manqué, c'est ce tueur-là, ce renard de surface qui va apporter le vrai but. Ça n'a pas été le cas. En alignant les cadors de la SEC, c'est bien, on les a vus jouer, on a senti une envie, une harmonie, une cohésion, mais au bout, ça ne s'est pas concrétisé. Il faut donc faire confiance à des attaquants, je l'ai dit tantôt, je le redis, Wotro Patrick a prouvé ici, en marquant des buts à chaque journée du championnat national, puisque ce championnat est pour les joueurs locaux, il faut avoir confiance en tous ces joueurs-là. Il ne faut pas se dire qu'il y en a qui sont trop jeunes. Et je pense qu'il a prouvé, les 10 minutes qu'il a joué, qu'il avait quand même du talent. Il faut faire confiance et puis on verra ce que ça peut donner. Alors parlons à présent de la CAN en terre ivoirienne. À quel niveau sommes-nous au niveau des travaux? Alors, il y a 2 stades qui étaient jugés critiques, le stade de Korogo et le stade de San Pedro. On a constaté qu'il y a la pose des sièges au niveau du stade de Korogo et effectivement au niveau de celui de San Pedro. La saison des pluies terminée, il fallait continuer à travailler au niveau de ces différentes infrastructures-là. Le grand œuvre est sorti.
Ensuite, il y avait tous au niveau de l'architecture, aujourd'hui la peinture, tout ça, c'est presque terminé. La voirie qui mène à ces différents stades-là est également achevée. Donc cela veut dire qu'il y a eu de la progression dans les travaux. L'ONS qui jugeait que c'était vraiment critique, aujourd'hui donne raison au temps. Le climat nous a permis d'avancer au niveau de ces infrastructures. Et puis à côté, il y a aussi cette formation qu'on a suivie de près avec les médecins qui ont reçu la visite d'experts français. Les experts français, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà accueilli ce genre de compétition. La France a accueilli des compétitions internationales au niveau du football. Il fallait partager cette expérience, voir aujourd'hui ces experts qui ne sont pas forcément dans le domaine technicien du sport, bénéficient aussi de formation. Exactement. Cela porte à croire que, effectivement, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. On va atteindre l'objectif. Alors, revenons sur le CHAN. Le Mali et l'Angola se sont affrontés cet après-midi. Alors, quel commentaire, Salif? Je dirais que c'est l'un des matchs les plus aboutis de cette compétition depuis le début. On a vu une équipe angolaise qui a beaucoup de talent, qui est venue avec beaucoup de jeunes du Petro, de Luanda. Et ceux-là, tout de suite, ont pris leur marque. Ils avaient l'ambition de gagner. Ils ont aligné un premier but, ensuite un deuxième. Le Mali est revenu. Et à chaque fois, c'était comme ça. Ils ont fini avec le score 3-3, mais difficilement parce qu'il y avait beaucoup de craintes du côté de l'Angola qui finalement craignait de perdre le match. Mais les Maliens ont montré en tout cas qu'il y avait de l'opposition. C'est ça qui manque justement à cette équipe ivoirienne. Cet esprit de combativité, ce fighting spirit-là qu'on demande toujours. Quand on est mené 1-0, il y a encore beaucoup de temps. Oui. Il y a encore beaucoup de temps à jouer. Suffisamment préparé psychologiquement. Voilà, c'est à ce niveau-là que tout se joue en fait avec cette équipe ivoirienne, ces éléphants locaux-là. Il y a beaucoup de temps qui reste à jouer, mais pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas? Pourquoi est-ce que frontalement on ne défie pas l'adversaire? Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout de nos ambitions? Pourquoi à chaque fois, il faut hésiter, il faut se dire que si on a pris un but, attention les gars, restons au milieu, restons en défense, on ne sait jamais, l'adversaire peut encore nous surprendre. C'est à ce niveau-là que ça se joue avec cette équipe ivoirienne. J'espère que le sélectionneur Choalou Aïdara pourra parler à ces garçons pour ce mercredi et vraiment que les garçons sortent le grand jeu. Merci Salif d'être passé sur notre plateau. Avec vous, il était question de la du CHAN qui se déroule en Algérie. En Algérie. Merci Madame Dosso. En religion, la communauté musulmane d'Akandjé 2 a procédé à l'inauguration officielle de la mosquée Kouba, couplée à l'intronisation de l'imam principal par le COSIM. C'était ce samedi 14 janvier 2023 à Bingerville, en présence d'un parterre d'invités. Reportage. Le rêve de feu Abdoulaye devenu réalité. Après son décès, son épouse a réussi à construire une mosquée à Akandjé Oribat 2 de Bingerville, la mosquée Kouba. Édifice religieux inauguré et son imam principal intronisé. Nous-mêmes, nous sommes fiers aujourd'hui de voir ça. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On est même fiers de notre petite sœur. La femme pouvait ne pas même faire cette réalisation. Elle n'avait pas le compte à rendre à quelqu'un. Pour la circonstance, Youssouf Ouattara, nouvel imam, se dit conscient des défis à relever. Après mon intronisation, ma priorité, c'est de rassembler les fidèles autour de l'idéal de cohésion sociale, de solidarité et de la fraternité pour la consolidation d'une communauté forte. Une opportunité pour Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, d'inviter chacun des fidèles à emboîter le pas à la généreuse donatrice et à cultiver les valeurs cardinales de fraternité, de solidarité et de cohésion sociale. Je voudrais remercier son épouse, Adja Awa Sissé, qui a réalisé le vœu de son mari alors qu'il était déjà décédé. Ça aussi, c'est un autre exemple. Que l'exemple que tu donnes à l'humanité fasse tache d'huile. Parce qu'il s'agit d'une question de loyauté. Une initiative saluée et encouragée par les fidèles et par Assoum Sissé, représentante du député maire de Bingerville. Je voulais actuellement dire merci à toutes les communautés ici présentes qui prônent la paix, la cohésion et la sagesse, le vivre ensemble au sein de toutes les communautés.
Vraiment, ce que l'imam central souhaite, c'est la cohésion sociale entre les fils de Bingerville et entre les musulmans ou entre les fidèles musulmans aussi, Inch'Allah. Là où il y a une maison de Dieu, là où il y a un homme de Dieu, l'amour, la fraternité est dans le cœur de la population. Un homme de Dieu en plus, à Bingerville, nous avons besoin. Merci à la communauté musulmane pour l'amour que vous prônez chaque fois que vous vous rassemblez. Ce rendez-vous inaugural de la mosquée Kouba de la communauté musulmane d'Akandje Oriba II de Bingerville a été marqué par une visite guidée de ce lieu de culte. Ce, après la coupure symbolique du ruban. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.